Bienvenue à ce midi conférence du Centre d'entrepreneuriat ESG-UQAM qui est propulsé par Banque nationale. Tout d'abord, vous êtes donc bienvenue en si grand nombre. On est très heureux de vous voir ce midi. Pour le déroulement, en fait, comment est-ce qu'on va procéder? On va avoir évidemment un très beau panel, mais on va commencer par des mots de bienvenue. Tout d'abord, vous aurez la chance de rencontrer le nouveau directeur du Centre d'entrepreneuriat. Également, vous aurez un mot de bienvenue du doyen de l'ESG. Il y aura des échanges avec nos panélistes pendant environ 30 minutes. Et à la fin de tout ça, bien, vous pourrez continuer avec un petit goûter et poursuivre les discussions et finalement pouvoir échanger plus individuellement si vous le souhaitez. Le tout devrait se terminer avant l'autre période de cours, là, donc n'hésitez pas à quitter le cas échéant. Voilà. Donc, avant 2 heures, ça va être terminé. Pour ce qui est des consignes, vous avez peut-être remarqué que ça va être enregistré. Donc, si vous voulez poser des questions à la fin des échanges, n'hésitez pas. Et si vous ne voulez pas que ce soit que vous soyez dans la vidéo, bien, n'hésitez pas à la sortie de le dire que vous ne voulez pas être enregistré et on fera le coupage nécessaire. Sinon, bien, le contenu va être pertinent pour tous ceux qui n'ont pas pu se présenter aujourd'hui ou encore comme outil sur le site éventuellement. Alors, je me présente. Isabelle Gagnon, je suis, jusqu'à tout récemment, j'étais la directrice générale par intérim du Centre d'entrepreneuriat. Pour aujourd'hui, bien, je vais être maître de cérémonie. Mais également, il me fait plaisir de vous présenter le nouveau directeur, qui est Martin Deslauriers, qui va vous dire un petit mot. Merci Isabelle. Merci de votre présence aujourd'hui. Donc, ça fait seulement 3 semaines que je suis en poste. Mais il y a beaucoup de projets sur la table. Donc, l'entrepreneuriat, si vous le savez, au Québec, c'est vraiment un écosystème économique très important. Et à travers le Canada, on a un portrait qui est différent. Donc, on a beaucoup besoin d'entrepreneuriat ici pour notre économie. Donc, on en parle depuis 15 ans maintenant, mais c'est plus vrai que jamais. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dis? Si vous avez des idées, des solutions à partager avec le centre, on est ouvert à les écouter puis essayer d'avancer avec vous. Sur ce, je vais vous laisser parmi notre panéliste et Comlan. Merci. Merci, Martin. Alors, maintenant, sans plus attendre, je cède la parole à notre doyen, Comlan Zedro, et également le président du conseil d'administration du centre. Merci beaucoup. C'est toujours, bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous voir si nombreux pour nos conférences, que ce soit au centre d'entrepreneuriat ou aux grandes conférences. À écouter Isabelle et Martin, je me dis, il faut que je vous présente un peu le centre d'entrepreneuriat quand même, mais avant tout, je tiens quand même à remercier Isabelle Gagnon, qui était directrice par intérim. Ce n'était pas son seul boulot, parce qu'elle est aussi directrice du service aux études. Donc, comme le centre était à une période de transition, je lui ai demandé, dans mon rôle de doyen, de m'aider à ce qu'on fasse une restructuration du centre d'entrepreneuriat, qui est un pôle important. Et Isabelle, merci beaucoup. Elle a répondu à toutes les attentes. Ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'école, j'ai quand même un statutaire avec Isabelle et le statutaire était rempli du centre d'entrepreneuriat, à mon grand désarroi, parce qu'il y a quand même des problèmes aux études. Mais elle a fait ça, elle est suivie. Donc, le centre d'entrepreneuriat est maintenant bien restructuré. On a un conseil d'administration conséquent. Et puis de 10 personnes actuellement venant de tous les milieux, dont votre directrice générale, quand j'ai vu un peu Nathalie, c'est ça, Nathalie Villemur, qui fait partie. Donc, on a quand même un écosystème conséquent. Martin, qui ne sait pas encore ce qui va l'attendre, et notre nouveau DG, Martin, merci infiniment d'avoir accepté ce défi-là de propulser ou de mettre de l'avant la vision qu'on veut donner au centre d'entrepreneuriat.
Pour ceux qui ne savaient pas, le centre d'entrepreneuriat, on a fait un règlement interne piloté par Isabelle. Donc, tout est en pause pour que je demande à Martin de soulever tous les défis que le conseil d'administration va lui confier, y compris un développement exponentiel du centre d'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne le savent pas, le centre d'entrepreneuriat est une OBNL. Donc, c'est une structure indépendante avec son propre conseil d'administration. Donc, Martin, ce défi-là est entre tes mains et puis on va voir au fur et à mesure comment on gère le tout. Mais merci encore d'avoir accepté. Je demande d'applaudir les deux quand même, Isabelle et Martin, pour leur contribution au développement de l'école. Mais comme Martin le disait tout à l'heure, notre monde est en constante évolution et donc les défis sociaux et environnementaux sont de plus en plus pressants. Il est donc impératif de reconnaître le potentiel transformateur des entreprises, mais aussi et surtout des entrepreneurs. Ces derniers ne sont pas simplement des acteurs économiques, mais bien des catalyseurs du progrès, capables de concilier croissance économique, progrès social et respect de l'environnement. Et je suis toujours fier de dire que l'école est championne dans ces domaines. D'abord par notre nature entrepreneuriale. On est la seule école de gestion à vouloir en notre sein un département d'études urbaines et touristiques. Vous pouvez voir partout ailleurs, vous ne l'aurez pas. Le mieux encore, c'est qu'on a aussi un département de responsabilité sociale et environnementale, un département de sciences économiques. Tout ça fait ma fierté comme doyen. Et quand j'essaye de comparer nos données, parce que moi, je ne suis qu'en finance, le directeur de département est quelque part, quand j'essaye de comparer nos données avec ceux de nos concurrents, ce sont des ajustements à faire parce qu'eux, ils n'ont pas ce genre de département. Et nous, depuis notre création, on a toujours été entrepreneurs, on est parti pour développer les impacts de notre société. Et c'est une fierté comme école, et comme école créée justement pour avoir de l'impact sur notre société. Si ce qui se tourne là, nos slogans, c'est sortir du cadre. Je pense que l'école et l'UQAM est toujours sorti des sentiers battus pour développer de nouvelles routes. On nous suit, et ce que moi je veux comme doyen, du moins quand j'aurai fini mon deuxième mandat, c'est qu'on ne fasse pas que défricher les chantiers, mais qu'on les développe et qu'on soit les champions. Parce qu'on développe, à un moment donné, il faut qu'on soit reconnu dans ces domaines-là comme les meilleurs au monde, en fait. Comme les études responsabilité sociale et environnementale, gouvernance, c'est des chantiers qu'on développait depuis le début, avant l'environnement. C'est maintenant que ça devient populaire partout, alors que c'est des domaines qu'on investissait depuis longtemps. Et j'en suis fier. Mon ambition, quand même, c'est de mettre en harmonie tout notre écosystème. Parce que, actuellement, à l'École des sciences de la gestion, on a une formation créditée dans le domaine de l'entrepreneuriat, dynamique entrepreneuriale. On a à l'ESG+, notre centre de formation continue, des formations certifiées dans ce domaine-là. On a le carrefour Entreprendre à impact, comme l'entrepreneuriat autochtone, l'entrepreneuriat de la diversité. Donc, on a la recherche, la formation créditée, la formation non créditée, et on a bien sûr le centre d'entrepreneuriat. Donc, on a tout l'écosystème, et moi, mon rôle aussi, c'est de permettre à cet écosystème-là de jouer ou de fonctionner en harmonie. Et ça aussi, c'est une fierté. Le bout de l'entrepreneuriat, c'est Martin qui va s'en occuper dorénavant. Et un de ses rôles, c'est de créer des incubateurs et pourquoi pas un soutien aux PME et même aux grandes entreprises qui auront besoin de nos expertises. Nous aurons aussi l'honneur aujourd'hui d'entendre Mme Andréane Lorrain, M. Didier Mwamba, Hugo Dourson, et je laisserai tantôt Isabelle les présenter un peu plus en détail. Je suis déjà certain que votre récit ou vos récits nous feront découvrir comment l'innovation, la créativité et l'engagement envers des valeurs sociales
et environnementales peuvent façonner les entreprises prospères et responsables. Je vous remercie. Alors, sans plus attendre, changer le monde, un et une entrepreneur à la fois. Voilà le titre de notre midi-conférence. Et pour ce faire, on a un superbe panel ici. Donc, 2 acteurs d'impact qui viennent d'être nommés dans l'écosystème entrepreneurial, soit Hugo Dourson, qui est le chargé de projet en émergence au Conseil d'économie sociale de l'Île de Montréal, donc le CESIM. Ensuite, M. Didier Mwamba, qui est le directeur de l'investissement au Réseau d'investissement social du Québec, le RISC. Et une entrepreneure qui change le monde à sa façon, soit Andréane Lorrain, qui est la cofondatrice et directrice générale chez Épiceries Locaux. Et je suis très fière de dire également que c'était le premier prix du concours Mon entreprise du Centre d'entrepreneuriat en 2016. Donc, cette information. Sans plus attendre, donc on va commencer les questions. Merci à tous et à toutes d'être là. Donc, tout d'abord, Andréane, je commencerai par toi. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur ton parcours entrepreneurial et sur ton entreprise? Oui, alors bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, on a vraiment lancé l'entreprise de 4 cofondatrices qu'on a étudiées en sciences de l'environnement à l'UQAM. Et puis, on voulait simplement s'assurer que notre mode de vie personnel correspondait à nos valeurs environnementales et toutes les meilleures pratiques qu'on avait apprises. Puis, on n'y arrivait pas, en fait. Donc, on s'est vraiment lancé là-dedans sur un coup de tête, dans le sens qu'on n'avait aucune expérience ni en entrepreneuriat, ni à travailler dans une épicerie ou quoi que ce soit. Fait que quand on s'est lancé là-dedans, on a tout de suite pris un coach ici au Centre d'entrepreneuriat, puis on a fait tous les concours de bourse qui existaient, dont mon entreprise en 2015. Puis on s'est fait dire que c'était vraiment encore juste une idée. C'était pas écrit, il n'y avait rien, on n'avait pas de plan d'affaires. Donc, vraiment de structurer nos idées, de revenir l'année d'après. Fait qu'à travers ça, ça nous a vraiment pris 2 ans. Penser à l'idée, la perfectionner, commencer à faire le montage financier. Puis, pour ouvrir une première épicerie en 2016. Et puis, depuis ce temps-là, en fait, on est rendu à 4 épiceries en ce moment sur l'île de Montréal. Et puis, vraiment d'essayer de changer le monde un panier à la fois. Merci. Et vous, messieurs, peut-être à tour de rôle, pourriez-vous vous présenter et nous dire ce qu'est à la fois le CESIM et RISC? Allez, Hugo. Je vais y aller. Bonjour tout le monde. Hugo Dourson, je suis chargé de projet en émergence au Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal. Anciennement entrepreneur, j'ai aussi parti de mon entreprise, puis maintenant entrepreneur collectif. Je fais partie d'un conseil d'administration qui développe une nouvelle OBNL. En ce qui me concerne, donc, le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal, c'est un des pôles d'économie sociale, comme il y en a dans chaque région du Québec. Donc, on est mandaté de notre côté par la ville de Montréal pour faire rayonner l'économie sociale. Puis on a 2 grands axes de développement pour ce faire. Le premier axe, c'est avec les entreprises existantes, donc les aider à faire des maillages, à rencontrer d'autres entreprises, à augmenter leur vente. Puis le deuxième axe, c'est donc l'axe d'émergence qui vise à créer de plus en plus d'entreprises d'économie sociale. Puis les risques, les réseaux d'investissement social du Québec, c'est un bras financier de l'économie sociale. Vous savez, les entreprises collectives, dont les entreprises d'économie sociale, avaient de la misère à accéder au financement. Il y a 25 ans, il y a 30 ans, ce n'était pas facile d'aller voir un banquier et puis dire « OK, on veut du financement pour une entreprise qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à tout le monde ». Et si la banque veut prendre des garanties ou veut prendre des cautions, il ne va pas prendre la maison des membres de cette organisation-là. La banque était mal placée pour investir dans cette entreprise-là. Donc, vu ces difficultés-là, vu que les entreprises avaient de la misère à accéder au financement, les chantiers de l'économie sociale, qui voyaient les mouvements de l'économie sociale à l'époque prendre de l'ampleur, parce qu'il y avait des personnes, des entrepreneurs qui avaient les soucis d'améliorer les conditions de travail des gens, d'améliorer le social de la communauté et d'avoir un impact social dans leur communauté par les biais de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que les risques est né. On dit on peut mettre en place un outil qui va permettre à ces entreprises-là, à ces entrepreneurs-là d'accéder au financement. Et on a mis en place les risques qui pouvaient prêter de l'argent
aux entrepreneurs qui avaient des projets d'économie sociale. On pouvait investir jusqu'à 50 000 à l'époque sous forme de prêts. Puis plus tard, on a créé la Fiducie. Donc 10 ans plus tard, on a créé la Fiducie du chantier de l'économie sociale pour faire aussi des financements jusqu'à hauteur de 1,5 million pour permettre à ces entreprises-là d'avoir accès à du capital patient parce que les besoins des entreprises étaient de plus en plus grandissants. Donc on offre des produits qui s'adaptent aux besoins des entreprises en économie sociale. Peut-être pour le bien de tous, est-ce que vous pourriez décrire qu'est-ce qu'une entreprise d'économie sociale, puis peut-être donner quelques exemples? Je vais laisser Hugo qui accompagne les gens qui créent des entreprises d'économie sociale. Oui, je peux y aller, merci. L'économie sociale au Québec est définie par une loi qui est la loi sur les compagnies, partie 3. Puis il y a 3 critères qui font qu'une entreprise peut appartenir au mouvement de l'économie sociale. Le premier critère, c'est évidemment la forme juridique. Donc il faut que ces entreprises soient soit des OBNL, des coopératives ou des mutuelles. Donc au-delà de ces 3 entreprises, ça ne peut pas s'appeler de l'économie sociale, de ces 3 types d'entreprises. Le deuxième aspect, c'est évidemment qu'il faut qu'il y ait une mission sociale, donc qu'elle soit sociale, environnementale, qui ait un impact positif sur la société dans laquelle on veut s'intégrer. Puis le troisième critère à considérer, qui est souvent un peu moins bien compris, c'est il est impératif que l'entreprise d'économie sociale ait un aspect entrepreneurial, donc qui est réellement une vente de produits ou de services. Donc c'est là où on voit la différence entre les OBNL communautaires qui vont avoir des subventions puis en faire profiter à leurs membres, mais qui ne vont pas réellement vendre quelque chose, versus les entreprises d'économie sociale qui peuvent être des OBNL ou coopératives ou mutuelles, mais qui vont nécessairement vendre quelque chose. Donc il y avait vraiment une partie du pourcentage de revenus qui est autogénéré. Donc voilà les 3 critères qui font qu'on peut parler d'économie sociale. Si je peux compléter en termes d'exemple, il y a la coop ICAM ici, que vous avez comme une entreprise collective qui appartient aux étudiants. Donc, vous êtes propriétaire de cette entreprise-là. C'est l'exemple d'une entreprise d'économie sociale. Nous, on en voit de toutes sortes. Il y a des entreprises d'économie sociale dans tous les secteurs d'activité. Et il n'y a pas un secteur d'activité qui est difficile d'avoir un modèle de l'économie sociale. Il y a des entreprises comme Application MD, donc un OBNL qui a mis en place une application qui permet de faciliter le travail des urgentologues pour décongestionner un peu les urgences au Québec. Et on peut parler aussi des services utiles, qui est un OBNL qui permet de développer les logements étudiants. Donc aujourd'hui, Utile a développé plus de 4 projets de 4 bâtiments pour les logements étudiants, donc 2 à Montréal, 1 à Québec et un autre à Trois-Rivières. Donc il y a des projets comme ça dans tout le domaine, dans tous les secteurs d'activité. On peut le partir sous forme de OBNL, mutuelle ou coopérative. Juste pour compléter puis appuyer sur ton point, tu dis que ça peut être dans n'importe quel secteur d'activité. Un exemple que j'aime bien mentionner, c'est, on connaît tous Renaissance. Renaissance est une OBNL qui a une mission sociale de faire de la réinsertion des personnes pour les remettre sur le marché du travail. Puis on voit bien Renaissance OBNL qui vend des choses de seconde main versus le Village des Valeurs qui fait relativement la même chose, mais sous une forme juridique qui est différente. Le Village des Valeurs est une entreprise incorporée. On peut voir ces 2 entreprises qui, à première vue, sont quand même relativement similaires, mais leur forme juridique va faire que l'un appartient à l'économie sociale et l'autre va être une entreprise privée détenue par des actionnaires. Merci beaucoup. Je pense que c'est éclairant. Selon vous, par quoi devraient commencer les futurs entrepreneurs qui sont dans la salle et vers qui devraient-ils se tourner pour concrétiser leur projet, à part aller voir le centre d'entrepreneuriat, évidemment? Les entreprises d'économie sociale? Oui. Un entrepreneur tout court. Un entrepreneur tout court, vous pouvez y aller avec l'économie sociale puisque c'est votre... Je vais laisser Anne-Réane commencer par où elle a commencé et puis comment, et puis après on va compléter. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ressources qui s'adressent à des gens qui voudraient se partir en entrepreneuriat. C'est vraiment le bien de voir à quel point on est soutenu quand on se lance dans toutes les ressources. Donc, il y a des coachs qui peuvent nous aider à vraiment développer notre idée, commencer à mettre
sur papier, donc prendre un modèle de plan d'affaires, mettre sur papier, aller s'informer. Fait que dans le plan d'affaires, on va développer l'idée au niveau, c'est quoi le marché dans lequel je veux aller, c'est quoi mes partenaires potentiels, commencer à aller prendre des discussions avec eux. On peut aussi simplement lancer aussi un test de vente de notre service ou de notre produit à petite échelle pour essayer de comprendre les défis auxquels on va avoir. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de soutien et de réseaux auxquels on peut se lancer pour défricher notre idée. Ben, je peux rajouter à ça, l'important c'est vraiment de comprendre que vous n'êtes pas seul dans ces démarches, qu'il y a tout un réseau, qu'il y a beaucoup d'accompagnateurs qui peuvent vous aider, puis de faire cette première démarche, de parler de votre idée, d'aller voir des personnes qui, elles, pourront vous accompagner ou vous rediriger vers des bonnes personnes. Fait que je pense que c'est surtout cette première étape d'aller en parler à quelqu'un, comme tu dis, un coach, un accompagnateur, qui, eux, vont pouvoir vous aider à avancer. Ici à Montréal, il y a ce qu'on appelle les réseaux PME Montréal qui sont là pour accompagner les entrepreneurs. Donc, en dehors des centres que vous avez ici, vous pouvez aller aussi voir ces ressources-là. Ils sont établis dans chaque arrondissement, dans chaque ville de Montréal, on les trouve. Ils connaissent bien les réalités de leur milieu. Parce que quand on parle d'une entreprise d'économie sociale, c'est d'abord pour répondre aux besoins de ses membres et surtout de sa communauté. Donc, si on veut implanter une entreprise quelque part, à quel besoin cette entreprise-là va répondre? Donc, pour aller chercher l'information sur la réalité de ces milieux-là, c'est mieux de travailler avec les gens qui sont ancrés dans ces milieux-là pour bien s'informer de ce que la communauté a besoin. Justement, vos deux organisations, à quel stade vous accompagnez et quel genre d'accompagnement vous donnez? On l'a su un peu pour le risque, mais... tous les stades, dès le départ? Oui, de notre côté, on fait de l'accompagnement principalement pour les OBNL, mais on peut aussi accompagner les coopératives ou les rediriger vers d'autres acteurs qui sont un peu plus spécialisés. Mais on a un programme d'accompagnement pour les OBNL en pré-démarrage ou en démarrage. Donc, dès que vous avez une idée de plan d'affaires, des premières réflexions, à ce moment-là, on peut vous aider à réfléchir un peu plus loin, pour aller plus loin, et surtout à mettre en place une gouvernance qui va être pérenne. C'est un des points sur lesquels nous, on travaille beaucoup, surtout en économie sociale. Si je peux juste compléter, et Hugo peut accompagner les gens dans les techniques, tout ce qui est aspect technique, comment constituer son plan d'affaires. Mais si l'entrepreneur a besoin de sous, à ce moment-là, les risques peuvent intervenir parce que on a des possibilités de financer les projets à tous les stades de développement, quel que soit au niveau de pré-démarrage, au niveau de démarrage ou au niveau de croissance. Lorsque l'entreprise est encore en phase de pré-démarrage, il veut valider son modèle d'affaires, il veut aller chercher peut-être les ressources techniques pour faire ses prévisions financières. Il a besoin d'un comptable ou d'une personne qui a beaucoup plus de compétences en la matière. Il faut payer des honoraires et tout ça là. Donc, on a des produits spécifiques pour ça, comme les prêts d'aide technique. Comme je vous disais aussi tantôt, les PME Montréal de Simone, les réseaux coop et les concours qu'on peut voir partout au Québec permettent aussi d'avoir des ressources financières pour stimuler ce projet. Merci. Ma question se dirigerait vers Andréane maintenant. Lorsque vous avez commencé, toi et tes cofondatrices, l'entreprise, vous avez développé évidemment le projet avec... vous aviez à cœur l'impact social et environnemental. Là, ça vous tenait à cœur énormément. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes finalement incorporé à vocation sociale finalement? Donc, on connaissait pas beaucoup sur l'entrepreneuriat. On a été s'informer beaucoup sur les coops, les OBNL, le modèle. Nous, l'objectif était aussi de lancer des franchises à vocation sociale. Donc là, on savait pas dans le futur qu'est-ce que ça allait être, combien de personnes les gens allaient être dans les modèles et tout. Donc, à la base, on était un peu mélangés dans toutes les options, puis on a décidé juste pour nous, c'était plus simple de s'orienter vers développer le concept d'une épicerie écologique zéro déchet, l'expertise et tout, puis on trouvait que pour l'instant, ça nous en mettait beaucoup sur les épaules aussi de partir, exemple, une coop de membres, est-ce qu'il y allait avoir assez de monde, comment ça allait fonctionner, faire 2 niveaux de prix. On voulait juste comme valider le concept, le modèle. Fait que c'est comme ça qu'on a été. Aussi, on était 4 personnes qui s'impliquaient pas au même nombre de temps, pas au même nombre d'argent. Fait
on trouvait que c'était moins flexible pour nous à court terme, puis on s'est dit qu'au pire, on allait se remettre là-dedans plus tard. Puis on a vu qu'en fait, si on était super transparente, puis qu'on disait nos critères de répartition des profits, de comment on était fait, comment on faisait notre gestion de l'entreprise, les clients nous faisaient aussi beaucoup confiance par rapport à ça, tout en étant incorporés. Fait que pour l'instant, on s'est lancé là-dedans de manière incorporée au départ. Est-ce que, dans le fond, quelle est votre vision à plus long terme là, pour Épicerie Locaux? Bien, dans le fond, ça, nous, pour l'instant, là, on a développé 4 succursales, fait qu'on veut vraiment concentrer sur le développement dans chacune pour notre communauté, nos clients. Éventuellement, dans ça, on n'est pas fermé à devenir plus en économie sociale, la forme juridique ou le compléter. On a aussi une franchise sociale qui est un modèle nouveau, émergent, qui n'est pas encore légalement, mis, fait que c'est tout en développement, fait que peut-être éventuellement on peut prendre d'autres tournures. Bien, peut-être pour vous, messieurs, advenant le fait qu'on fait le choix d'être incorporé dès le départ, est-ce que ça se fait en cours de route, devenir une entreprise d'économie sociale? Oui, ça se fait, puis dans notre accompagnement, dans les entreprises que je vois, il y en a de plus en plus qui font ce choix-là, qui remarquent que l'entreprise incorporée ne permet pas nécessairement de répondre à toutes les valeurs ou d'avoir la pérennité, les aspects de gouvernance qui sont possibles dans une OBNL. OBNL ou coopérative d'ailleurs. Par contre, il faut considérer que ça peut pas vraiment être un transfert, étant donné que les lois ne sont pas les mêmes, donc il n'y a pas vraiment de passerelle entre les formes incorporées et les formes d'économie sociale. Donc dans ce cas-là, il faut nécessairement fermer l'entreprise incorporée et faire tout un transfert des actifs vers la nouvelle entité. Donc c'est un processus qui peut être complexe, mais en étant bien accompagné, puis en le faisant selon les règles de l'art, ça se fait quand même bien. Ben, ça peut se faire aussi dans le cas de la reprise collective. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui était privée et puis qui veut se transformer, les gens qui étaient impliqués dans cette entreprise-là peuvent dire on va prendre le mode économie sociale, puis ils vont juste racheter leurs actions. Ça veut dire que ça devient maintenant une propriété collective. Donc, les nouveaux membres deviennent propriétaire collectif de l'entreprise qui possédait avant, individuellement ou collectivement, mais de manière un peu beaucoup plus lucrative. Et on a des outils aussi pour faire cet accompagnement-là. On a financé aussi, il n'y a pas longtemps, une entreprise qui faisait la production agricole, dont les propriétaires voulaient se retirer ou transformer vers l'entreprise d'économie sociale. Et les personnels, donc les travailleurs de cette entreprise-là, se sont associés pour reprendre l'activité en question sous forme de coopératives de travailleurs et de solidarité. Donc ça, c'est possible de le faire. Avec nos outils financiers, on parle des fonds de capitalisation, on peut investir pour racheter les actions de l'entreprise en question. On peut investir aussi pour les fonds, avec les fonds émergence pour l'APO de pré-démarrage, le temps de rôder la nouvelle structure, d'implanter son modèle d'affaires et surtout aussi d'avoir des fonds de roulement nécessaires pour les personnes qui vont y travailler. Peut-être que je poursuivrai, merci, avec quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur, justement, qui souhaite se lancer, mais qui n'a pas encore, qui se questionne finalement sur la forme juridique qu'il devrait donner à son entreprise pour maximiser son impact positif sur le monde? Oui, c'est de se questionner d'abord sur ses valeurs en soi, ses valeurs propres. Est-ce que à quoi je corresponds? C'est quoi mes attentes? Qu'est-ce que je veux avoir dans la vie comme impact? Qu'est-ce que je recherche lorsque je veux partir d'une entreprise? Est-ce que changer juste ma vie ou changer le monde? Est-ce que j'ai la capacité de le faire seul ou avec d'autres personnes? Et il y a des outils qui font aussi ce travail-là, qui nous permettent aussi de voir notre profil d'entrepreneur. Actuellement, il y a la boussole entrepreneuriale qui est utilisée pour permettre à la personne de savoir quelle forme juridique correspond à son profil. Donc, on peut utiliser ça comme outil aussi. Hugo, tu voudrais compléter? Vas-y.
Ouais, juste pour enchérir là-dessus, la boussole entrepreneuriale, c'est un très bon outil. C'est une très bonne première base de réflexion qui va vous donner plusieurs pistes. Par contre, il faut savoir que c'est des réponses où vous répondez oui, non, comme c'est des choix de réponse. Alors que dans la réalité, c'est pas souvent des choix ou des réponses qui sont claires. Fait que c'est une première très bonne étape. Sinon, c'est le genre de choses que je fais aussi. Là, si vous vous posez des questions, si vous dites je sais pas trop, coop, OBNL, incorporé, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. C'est gratuit, là, je fais ça pour vous. On va réfléchir ensemble à quels sont les aspects qui sont importants pour vous, puis en fonction de ça, essayer de voir quelle serait la meilleure forme juridique. Mais au-delà de ça, la forme juridique, oui, c'est important, mais c'est pas le seul critère. Et selon moi, le plus important, c'est vraiment le fait d'avoir un impact positif sur notre communauté. On le voit avec Andréane qui est là, qui a une entreprise incorporée, mais qui a quand même un impact très positif. Puis fait que ça ne se réduit pas uniquement à la forme juridique. Mais une des raisons pour lesquelles moi je parle d'économie sociale puis je crois à ça, c'est que ça permet de nous assurer que la mission reste dans le temps. Donc le fait d'avoir plusieurs personnes qui sont garantes de la mission, qui sont dans le conseil d'économie sociale, va faire que si une des personnes quitte, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place puis qui va continuer à perdurer cette mission pour que ça continue. De façon, une petite statistique là, c'est qu'en moyenne, les entreprises d'économie sociale durent 2 à 3 fois plus longtemps dans le temps que les entreprises incorporées, puis c'est en partie dû à ça. Effectivement, je pense que c'est important. Les entreprises, en ce moment, 90% ferment en dedans de 5 ans. Donc, de se questionner sur votre idée, votre projet, votre entreprise future, c'est quoi son impact externe à tous les niveaux? Fait que dire, mes produits, je vais les prendre de où? Je vais avoir des impacts sur comment je vais avoir des impacts dans ma communauté, puis essayer de voir c'est ce qui va faire la différence entre est-ce que je suis une entreprise qui fait quelques gestes écologiques ou environnementaux ou sociaux, ou est-ce que je suis une entreprise d'impact positif sur ma communauté, puis dire, je dois penser à tous ces impacts-là, puis trouver les meilleures solutions possibles, éco-responsables et sociétales pour vraiment venir faire le meilleur impact. Fait que ça fait une différence, puis je pense aussi c'est ce qui est apprécié de la communauté. Après, ça va paraître dans tous vos choix, dans toutes vos décisions. Les gens vont bien le comprendre, puis ils embarquent dans le projet parce que tout le monde veut que leur communauté rayonne et soit plus positive. Et merci beaucoup. Je pense qu'on va ouvrir maintenant, ça compléterait les questions, à moins que vous en ayez pas du tout. J'en aurai une dernière, mais sinon, je voudrais savoir si la salle a des questions à poser à nos panélistes. On a un micro d'ailleurs, vous pourrez parler dans le micro. Oui. Aïcha. Oui, c'est une question pour vous trois. Je voudrais savoir, dans le contexte d'une OBNL ou d'une coop, mis à part la forme juridique, c'est quoi les plus gros défis que vous associez à une entreprise enregistrée sous une forme juridique comme celle que j'ai énumérée? Je peux y aller. Globalement, tous les aspects de plan d'affaires, les aspects économiques, selon moi, c'est exactement la même chose d'une forme à l'autre. Là où ça se complexifie un petit peu, où la particularité des OBNL ou des coopératives, c'est qu'il y a un conseil d'administration, donc il faut que ce soit administré par plusieurs personnes. Donc c'est là où les aspects de gouvernance vont être un peu plus complexes au début, parce qu'il faut réfléchir à qui sont les bonnes personnes à impliquer dans le projet pour qu'ils puissent aller de l'avant, pour qu'ils puissent avoir lieu. Donc ça, c'est des réflexions qui n'auraient peut-être pas nécessairement lieu ou qui auraient lieu différemment en fait dans une entreprise incorporée. Fait que c'est une complexité supplémentaire, mais en même temps c'est une force aussi, parce que le fait d'être plusieurs personnes impliquées dans le projet, ça veut dire qu'il y a d'autres compétences, d'autres réseaux qu'on va chercher, que la répartition des tâches peut se faire entre les différentes personnes qui sont impliquées dans le projet. Donc oui, ça rajoute un petit peu de lourdeur au début dans ces réflexions-là, mais ça rajoute aussi beaucoup de bénéfices pour le projet. Je peux compléter que le défi, c'est de maintenir cet équilibre-là entre la vie associative et la vie de l'entreprise. Parce que dans une entreprise d'économie sociale, il y a la dualité, donc ce qui est l'aspect associatif qui est très important.
aussi l'aspect entrepreneurial qui est aussi très important. Parce que les deux se nourrissent mutuellement. Si, à un moment donné, l'entrepreneur met plus de temps ou plus d'énergie à développer un seul aspect, l'autre néglige l'autre, ça va déséquilibrer un peu l'entreprise d'économie sociale. Soit il va s'écarter de sa mission, ou soit il va être beaucoup trop social et déficitaire. Donc, il faut vraiment avoir l'équilibre des deux. Moi, j'avais une petite question. Justement, les entreprises d'économie sociale, ou bien qu'elles soient Inc., Coop, OBNL, mais le point commun, c'est qu'elles doivent être avec plusieurs propriétaires, mettons. Puis comment est-ce qu'on fait quand on est tout seul, qu'on a un projet à impact social, puis qu'on ne trouve pas forcément de partenaires au démarrage? Est-ce que vous avez des réseaux à conseiller pour aller réseauter entre entrepreneurs solo? Ben, les entrepreneurs solo, il y a des émergences. Je pense que c'est des mouvements que Hugo pilote aussi au niveau des CESIM. Et il y a des incubateurs où on voit les entrepreneurs. Il y a des centres comme les esplanades où on voit des entrepreneurs sociaux qui se réunissent et puis qui essayent de partir des projets. Si on trouve des atomes crochus entre les gens, on peut finalement se mettre ensemble. Donc, il faut sortir de son appartement, aller à la rencontre de ces réseaux-là. Je ne sais pas si tu peux compléter. Oui, effectivement, on en voit beaucoup des entrepreneurs qui ont des très bonnes idées, qui ont des valeurs, qui font qu'ils savent qu'ils veulent se diriger vers l'économie sociale, mais qui sont seuls. Fait que dans ce cas-là, ça fait partie de l'accompagnement qu'on fait. Je mentionnais tantôt qu'on accompagnait au CESIM des OBNL en démarrage, pré-démarrage, surtout sur les aspects de gouvernance. Mais c'est ça, si t'es seul, t'arrives, on va t'aider à te questionner qui sont les personnes qui seraient les bonnes pour pouvoir t'entourer. Puis on va t'aider à réfléchir à où aller les chercher. On n'est pas spécialiste de chacun des secteurs, mais on est capable de poser les bonnes questions pour t'amener à trouver des solutions. Je pense aussi qu'il ne faut pas que tu aies peur de foncer, de continuer à avancer, même si tu es toute seule, en gardant les portes ouvertes, d'être transparente aussi, de passer le mot, de commencer à en parler partout autour de toi. Des fois, c'est vraiment par des contacts. Il y a la jeune chambre de commerce ou les chambres de commerce. Puis à Montréal, souvent, ils se font approcher par plein de projets. Fait que des fois, ils connaissent d'autres personnes qui ont proposé le même genre de projet. Il y a les réseaux de développement économique aussi. Chaque ville en a et tout. Fait que souvent, ces gens-là se font approcher en premier quand il y a des projets potentiels. Des fois, il y a des projets qui finalement, ils n'ont pas marché. Ils ont des immenses réseaux. Ils font aussi des événements, des fois, de réseautage, maillage et tout. Puis justement, les parcours d'entrepreneurs ou quoi que ce soit, souvent, ces personnes-là qui les organisent ou quoi, ils ont comme des grands réseaux. Puis éventuellement, un coup qu'on est dans l'entrepreneuriat, j'ai des réseaux soit de femmes entrepreneurs, j'ai des réseaux d'entrepreneurs dans l'alimentation. Fait que ça, éventuellement, on rentre dans plein de types d'entreprises, des gens qui ont des profils intéressés à, des fois, aller dans d'autres projets aussi. Je peux ajouter, il faut faire attention parce que quand on dit que c'est une entreprise qui appartient à plusieurs personnes, c'est pas obligé que tous ces gens-là y travaillent. Donc, vous pouvez être le seul ou la seule employée de cette entreprise-là et avoir des gens autour de vous qui vont être au siège du conseil d'administration pour essayer d'encadrer l'entreprise. Donc, peut-être si votre projet est assez avancé, c'est de commencer à recruter les administrateurs qui croient à la mission de cette entreprise-là pour pouvoir intégrer les conseils d'administration. Et c'est comme ça que la plupart des solo-entrepreneurs arrivent à mettre en place des entreprises d'économie sociale. Merci. Bonjour, merci pour ces réponses. Moi, j'avais 2 questions. Déjà, je voulais en savoir un peu plus justement sur ce conseil d'administration. Quels sont leurs devoirs, leurs droits, quel est leur rôle vraiment dans l'entreprise? Et la deuxième, quand on se lance plutôt en coop ou en OBNL, souvent c'est plus simple d'avoir des subventions au départ, mais est-ce qu'on ne devient pas vite un peu dépendant de ces subventions justement? Et est-ce que ça ne devient pas compliqué sur le long terme? Les rôles, les responsabilités des administrateurs, c'est tout un chapitre du cours de gouvernance. Mais c'est qu'il faut savoir que les administrateurs sont là pour
veiller à la mission de l'entreprise. Et ils sont là pour nommer la direction générale de l'entreprise et pour contrôler les actions de la direction générale. Donc, s'assurer que ceux qui travaillent dans l'entreprise vont dans les objectifs qui étaient fixés au départ et respectent les statuts de l'entreprise. Et on demande de plus en plus que l'entreprise prenne des assurances responsabilités pour les administrateurs. Ça dégage un peu les administrateurs de certaines obligations financières si jamais ça déraille quelque part. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, que les bourses ou les subventions, ce n'est pas exclusivement aux entreprises d'économie sociale. Même les entreprises privées ont accès aussi à des subventions, ont accès aussi à des bourses ou des financements non remboursables. D'ailleurs, même les plus grandes entreprises de ce monde, donc si vous avez suivi des nouvelles dernièrement, tout ce qu'on a mis en place pour attirer l'entreprise qui va faire des batteries ici, là, il y a beaucoup d'argent qu'on a mis là-dedans. Donc, c'est pas un OBNL, cette entreprise-là. Donc, c'est possible de savoir qu'on peut accéder au financement sous forme de subventions au départ. Ça fait partie des soutiens de la communauté pour mettre en place ces entreprises-là. Mais les entreprises ne devraient pas être dépendantes de ces subventions-là. C'est pourquoi tout OBNL n'est pas une entreprise d'économie sociale. Mais une entreprise d'économie sociale peut être un OBNL. Et la différence qu'il va faire entre un OBNL communautaire, c'est que l'OBNL communautaire va dépendre des subventions pour remplir sa mission. Mais l'entreprise d'économie sociale qui est l'OBNL, c'est son activité marchande qui va faire la différence, qui va faire qu'elle puisse survivre, qu'elle puisse continuer sa mission. Juste pour compléter là-dessus, je pense pas au contraire que ce soit quelque chose de menaçant pour l'entreprise d'avoir des subventions. Ça va l'aider à pouvoir faire son développement, mais en même temps, il y a la nécessité de faire des ventes, d'avoir un pourcentage de revenus qui est autogénéré. La majorité des bailleurs de fonds, Risque, PME Montréal, Innojec, peu importe, ils regardent à ce que 40% idéalement du montant de revenus soit autogénéré. Donc il faut quand même on ne parle pas d'un montant négligeable. C'est quasiment 50%, puis ça c'est le minimum à respecter. Si tu ne respectes pas ça, tu ne vas même pas être financé. Fait que c'est juste pour prouver que tu es capable de vendre quelque chose, d'avoir une survie de ton entreprise, puis les subventions vont être là pour aider à l'amener un petit peu plus loin. Puis juste pour compléter aussi au niveau du conseil d'administration, moi la façon dont je le vois, c'est le conseil d'administration, il représente plus les décisions stratégiques à long terme versus la direction générale où les employés de l'organisation sont plus sur l'aspect opérationnel. Fait que si tu peux voir les choses comme ça. Puis je trouve que c'est quelque chose de, en fait, motivant un peu de dire dans les deux sens. Fait que l'OBNL, la coop à vocation sociale, clairement est là pour être viable, rentable, toute seule, puis de pas nécessairement avoir besoin. Tu sais, c'est comme une perception que les gens y ont, mais c'est le fun de leur prouver, non, ça peut marcher tout en étant dans l'économie sociale. Puis nous, c'était un peu notre objectif aussi d'aller à contre-courant avec une entreprise incorporée, mais fondamentalement éco-responsable puis environnementale, puis dire tout le monde, dans le fond, pourrait prendre des bonnes actions puis être rentable quand même de manière incorporée. Parce que souvent, on dit « Ah, ben là, ils sont incorporés, c'est juste pour ça. » Non, ça n'est pas une raison de dire « Je suis incorporé, je vais juste penser à l'argent. » C'est supposé être plus global que ça. Puis pour compléter aussi, on a tendance à croire que les entreprises d'économie sociale sont nécessairement pauvres, ne font pas nécessairement d'argent, ou on est uniquement bénévole. Tout ça, c'est faux. On peut très bien gagner sa vie en étant employé d'une entreprise d'économie sociale. On parlait de Renaissance tantôt. C'est une grosse entreprise. C'est pas négligeable. Fait que c'est des choses qu'il faut aussi peut-être essayer d'enlever des mentalités parce que souvent, on peut croire ça à tort. Merci. En fait, on va pouvoir poursuivre les discussions dans un instant, mais j'aimerais peut-être avoir pour le mot de la fin que vous nous disiez, ce serait quoi la principale compétence ou encore une qualité là, essentielle que devrait avoir un entrepreneur d'impact? Je commencerai par peut-être toi, Andréane.
Moi, je dirais que c'est vraiment d'être déterminé, de comprendre vraiment pourquoi on fait qu'est-ce qu'on fait. Si on est convaincu par notre mission, par notre raison d'être, on va vraiment être capable de passer par-dessus beaucoup de défis puis continuer à être motivé dans ce qu'on fait puis vraiment continuer à changer le monde. Je suis relativement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que pour être capable de maintenir un projet, d'aller de l'avant avec ça, de passer des heures et des heures dans un projet entrepreneurial, idéalement, si vous êtes capable d'allier passion, mission, valeurs personnelles avec celle de votre entreprise, ben, ça va être winner. Puis au-delà de ça, le fait de trouver des bonnes personnes pour vous entourer, que ce soit dans vos collaborateurs, dans vos associés ou autres, je pense aussi que c'est quelque chose d'important. Moi, je dirais que c'est l'ouverture, la communication, être connecté vraiment avec son milieu. Le fait d'avoir une connexion permanente avec son milieu, ça permet d'anticiper les changements, de voir où est-ce qu'on a besoin de nous, quel impact mon entreprise pourrait avoir dans les besoins de la communauté. Merci infiniment. Merci à tous et à toutes. Et ça va se poursuivre pour le goûter. C'était le mot de la fin, finalement. Merci. Merci. En espérant que ce n'est plus de secret pour vous maintenant.